Je m'appelle Alexis, j'ai 26 ans et je suis entrepreneur depuis presque 4 ans en Chine. Donc pour mon parcours à la base, je suis issu d'un parcours tout en alternance. J'ai commencé par un BTS et une licence pro à l'IDRAC à Lyon. Et par la suite, je suis rentré en AP2A à l'ESC Grenoble pour un an encore en alternance au sein de l'ESC. Et j'ai eu la chance de partir en Floride, à University of Florida, pour un échange de 6 mois. Grâce à l'école. C'est un peu trop corporate ce que je viens de dire. Quoi. Donc j'ai eu la chance de partir à University of Florida. J'ai fait un parcours majeur entrepreneuriat social, parce qu'on pouvait vraiment choisir ces matières. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur différents projets que j'avais en tête. Et c'est suite au fait d'avoir gagné le concours d'entrepreneuriat de la fac en Floride et le concours d'innovation de Stanford en Californie que ça m'a vraiment motivé pour l'entrepreneuriat. À la suite de ça, j'ai eu un coup de fil d'un ami qui était en Chine et qui m'a dit écoute, je vois des possibilités, il faut reprendre une boîte là-bas. Et 3 semaines plus tard, j'étais à Shanghai avec ma valise et plein d'idées. Pour l'action d'entreprendre, ce qui m'intéresse le plus, je pense que c'est l'inconnu. Déjà, la première chose, c'est que c'est des choses nouvelles tous les jours. Moi, j'ai vraiment besoin de nouveautés, d'action tout le temps. Et clairement, l'entrepreneuriat, c'est le truc numéro un pour avoir des nouvelles choses qui arrivent et qui s'empilent dans la to-do list tous les jours. La deuxième chose, c'est clairement le contact avec les gens, parce que quand on est entrepreneur, il faut aller chercher des contacts de partout, il faut aller vendre son produit, il faut aller trouver des investisseurs, il faut aller discuter avec des partenaires. Et j'aime vraiment bien échanger avec toute cette communauté. Qui plus est, à Shanghai, c'est encore plus facilité parce que c'est vraiment dans la culture, c'est ce qu'on appelle le guanxi, donc le réseau sur place. Donc il y a ça, et puis le fait de créer évidemment en fonction de mes propres idées, cette liberté qu'on a de pouvoir transformer n'importe quelle idée en choses concrètes comme par exemple ce caleçon, n'est-ce pas? Donc voilà, donc ça c'est ma dernière création, c'est une marque d'ensemble de caleçons et chaussettes, voilà, dans une boîte en bois comme ça, comme une boîte à cigares. Et l'idée c'est qu'on s'est dit qu'on allait créer un produit pour revoir un peu les sous-vêtements pour hommes, puisque les femmes ont des super sous-vêtements, elles sont très contentes quand elles les achètent, mais les hommes généralement c'est vraiment un choix binaire, caleçon, boxeur, noir ou blanc, et pas beaucoup, c'est pas très fun. Donc on a lancé une collection de caleçons et chaussettes colorées dans une boîte. Donc l'idée c'est vraiment ça l'idée de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on est parti vraiment d'une idée, d'un délire avec un ami, et aujourd'hui on a un produit concret même pas un an plus tard, et c'est vraiment ça qui me branche le plus, je pense, de transformer l'idée en réalité. Mes conseils ils vont être notamment basés sur mes erreurs, je dirais. La première chose à savoir, c'est qu'il ne faut jamais attendre d'être prêt pour se lancer, clairement. Parce qu'en fait, on veut toujours faire mieux, on se dit toujours les contrats sont pas parfaits, ma plaquette n'est pas terminée, mon wording n'est pas sûr. En fait, tant qu'on lance pas le produit ou le service sur le marché, on ne peut pas savoir le ressenti du client par rapport à ça. Deuxièmement, passer du temps à planifier, à faire des business plans en boucle, etc. C'est du temps passé pendant lequel les concurrents développent leurs produits, les lancent sur le marché, pendant que moi je vendais même pas à l'époque. Hein. Donc c'est le moment où les concurrents lancent leurs produits alors que nous on est toujours en recherche. C'est aussi le marché qui évolue, les comportements des consommateurs, les besoins, les envies. Donc en fait, mon conseil numéro un, c'est se lancer au plus vite, même si c'est pas parfait. Il faut lancer tout de suite, voir le feedback des clients et ensuite adapter en fonction de ce qui se passe. Ça, c'est mon conseil numéro un. Le deuxième, c'est clairement de savoir s'entourer d'un maximum de gens. Donc, première chose, il ne faut pas hésiter à poser plein de questions à plein de gens. Moi, quand je ne sais pas, je vais voir quelqu'un dans le domaine qui m'intéresse et je lui pose la question, je lui demande comment on fait. Si j'ai un problème avec le référencement du site, je trouve 3 boîtes spécialistes du web et ils ne seront jamais contre de prendre un café avec moi pour me donner un coup de main. Et tout peut se discuter et se trouver. Ensuite, il faut être proche de ses compétiteurs aussi. C'est un peu bizarre à dire, mais finalement, en tout cas pour les petites boîtes, je trouve qu'aujourd'hui, c'est important de jouer sur une compétition saine. C'est-à-dire que nous, dès qu'on avait un produit assez viable, on est allé les voir, on leur a dit écoutez, on va lancer ce produit sur ce marché-là, on vous prévient, on va être compétiteur, mais on va se battre sur un terrain de bonne compétition. Donc je pense que c'est intéressant de garder contact avec tous ces compétiteurs en permanence. Et ça fait pas de mal. Il y a une dernière chose qui est très très importante et que je dis souvent,
pour moi, c'est un peu comme j'étais aux US pendant 2008, j'ai vu l'élection de Obama et j'ai vu que malgré toutes les galères qu'il a eues au début, il a su garder la foi jusqu'au bout pour être élu. Aujourd'hui, c'est la même chose d'être entrepreneur, c'est-à-dire qu'être entrepreneur, c'est être un peu fou et voir les choses différemment et avoir plein d'idées. Le problème, c'est que la plupart des gens autour de soi, ils sont pas forcément prêts à ce changement, à cette innovation. Et souvent, on va plutôt se prendre des commentaires négatifs. Ah non, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, tu vas perdre de l'argent, c'est super risqué. Clairement, il faut toujours garder la foi et garder son projet en tête et continuer à avancer, quels que soient les problèmes, quelles que soient les embûches. Il y aura toujours un moment où ça va mieux se passer, il y aura des grandes satisfactions, mais il y a des grands moments de solitude aussi. On est vraiment seul quand on est entrepreneur. Clairement, il faut toujours continuer à marcher, quels que soient les problèmes. Moi, je recommanderais clairement, si possible, de prendre un associé. Ça, c'est important parce que, comme je disais, on est vraiment tout seul quand on est entrepreneur. Être entrepreneur à deux, c'est quand même un moment dans les temps difficiles qu'on peut supporter. C'est avoir l'autre personne qui corrige le tir quand on part un peu dans tous les sens. Donc clairement c'est une bonne idée aussi. Juste pour la route, et ça c'est au bout de 4 ans d'expérience, c'est que ça va peut-être faire peur à certains ou en décourager, mais je pense qu'il est difficile aujourd'hui d'arriver à monter une boîte sans argent. C'est-à-dire qu'on se dit souvent, ok, je vais commencer avec 5000 euros, je vais essayer de vendre 2-3 trucs, on va voir comment ça va se passer. Le problème c'est que c'est très très lent et ça peut mettre très longtemps à décoller si on ne prévoit pas un budget. Donc mon conseil c'est clairement de voir quels sont les besoins pour une boîte qui va monter vite et bien. Et ensuite d'aller chercher ce financement. Il y a d'énormes possibilités auprès des banques, auprès des régions, des CCI, des business angels. Donc clairement, ça c'est un conseil. Toutes les boîtes qui cartonnent aujourd'hui et dont on entend partout parler, Pinterest, il y a aussi Instagram, etc. On pense souvent qu'elles se sont lancées toutes seules dans un garage avec 2-3 personnes, c'est pas vrai. Dès que le prototype était là, il y a eu financement. Donc pensez un peu plus gros que ce que vous voyez à la base. N'espérez pas gagner 1 euro pour chaque euro investi, mais pensez gros, choisissez une somme globale et lancez-vous une fois que vous avez pu récupérer une partie du financement. Ce sera beaucoup plus sympa et vous respirerez mieux à la fin du mois. L'entrepreneuriat en Chine, ce qui est pas mal, c'est de démarrer dans une zone un peu grise. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas énormément de régulation pour les très petites boîtes. Donc la Chine est un bon terrain de jeu et d'engrais pour les idées. On peut tester des choses à petite échelle sans vraiment s'embêter trop avec tout ce qui est système de taxation, etc. Puisqu'en fait, ils ont vraiment une politique de on regarde ce qui se passe et ensuite on régule si vraiment le business décolle. Là, on peut commencer à payer des taxes et des choses comme ça. Donc on peut démarrer une petite boîte avec juste un site internet, trouver des locaux à partager avec une autre entreprise et démarrer comme ça pour tester les idées. Donc ça, c'est pas mal du tout. Après, clairement, je pense que l'avantage d'être entrepreneur français en Chine, c'est qu'on fait partie d'une petite communauté d'expats. Donc on est à peu près 15 000 Français établis ici à Shanghai. Ça permet de resserrer les relations. Donc il y a vraiment tout un réseau. On peut facilement avoir accès à des grandes institutions, à des personnes cadres de grands groupes, etc., qui vont partager leur expérience beaucoup plus facilement que dans un cadre français. Donc ça, c'est vraiment un truc super d'être entrepreneur français à l'étranger. C'est vraiment cette facilité de réseau. On peut rencontrer des financiers, des investisseurs, des gens qui seraient super difficiles d'accès et qui finalement, grâce à ce petit microcosme d'étrangers en Chine, ça facilite le truc. Ensuite, ce qui est pas mal évidemment, c'est de pouvoir, encore une fois, ce terrain de jeu, pourquoi il est plus facile d'accès qu'en France, c'est les coûts. Les employés sont moins chers, les locaux aussi, les frais de structure, les charges fixes. Donc ça évite de se faire écraser dès le début par des tonnes de coûts et on peut lancer beaucoup plus facilement plein de choses. Maintenant, pour le côté négatif de ça, c'est que comme il y a vraiment une ouverture possible à toutes les idées et tout ce genre de fourmillement d'idées et de gens qui se rencontrent et qui ont toujours une idée, je dirais que la première année, j'avais une idée de business nouvelle toutes les semaines. Et c'est pas évident de faire un choix parce que vous allez rencontrer des gens tous les jours qui vont vous trouver une idée géniale et dire on devrait démarrer ça, ce sera super. Pour info, moi depuis que je suis là, au début, les premières années, on a lancé un service d'aide au logement, un service d'aide au visa, trouver des cours de chinois. On voulait lancer de la location de vélo électrique, une boîte d'événementiel.
une boîte de recrutement et on a fini par des caleçons. Donc, tout ça, à chaque fois avec création de branding, de business model, etc. Donc clairement, c'est un peu dangereux parce que trop de liberté et trop d'opportunités, avec tout ça, on n'arrive pas à se concentrer sur un seul projet. Donc ça, c'est le côté négatif d'être entrepreneur en Chine, avec aussi un peu la barrière de la langue, parce que au début, on se dit ouais, j'arriverai sans le chinois, et en fait, personne ne parle anglais. Et on se restreint un peu les accès, on n'a aucune vision sur tout ce qui est social media en Chine. Il faut savoir que tout ce qui est Weibo, Kaixin, qui sont les équivalents de Twitter et Facebook, sont beaucoup plus puissants en fait que ce qu'on connaît nous en Europe. Ils dépassent les autres en termes de users, en termes d'innovation technique. Donc en fait, dès qu'on commence à parler chinois, on a accès à quelque chose qui est beaucoup plus large que ce dans quoi on croyait évoluer à notre arrivée à Shanghai. Ça fait longtemps que je ne suis pas retourné à l'école, mais en tout cas, non, il y a une chose qui est importante. Je pense qu'il y a deux choses que je dois à l'école. Clairement, un, c'est la formation sur mon année d'alternance à l'ESC. J'ai vraiment eu des choses très opérationnelles qui m'ont quand même permis directement d'entrer dans la gestion d'entreprise. Je sais que j'ai souffert pendant les cours de contrôle de gestion, mais finalement, j'en ai vu le bénéfice quelques années plus tard. Et la deuxième chose, clairement, c'est mon échange en Floride et mon voyage dans la Silicon Valley. Ça n'aurait pas pu se passer sans l'appui de l'école pour l'échange. Et ça, c'est une deuxième partie qui m'a vraiment permis de démarrer l'entrepreneuriat. Donc clairement, pour moi, l'école a joué quand même un rôle pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Sinon, j'aurais été un peu plus paumé pour démarrer, je pense. Donc ça m'a donné quand même des atouts non négligeables. Et voilà pour ce qui est du côté de l'école.